Il est 20 h à Kayi, dans la région de Bunzwa, c'est du côté du Congo, Brazzaville. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20 h du soir, en ce 3 février 2021, sur Reflet d'Afrique Télévision. Voici les titres qui seront développés dans un instant. Bilinguisme, outil pour une éducation résiliente, inclusive et de qualité. Tel est le thème de la 17e édition de la semaine du bilinguisme lancée hier par la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. Et l'occasion faisant le larron, nous avons saisi la balle au rebond pour questionner la perception que les citoyens camerounais ont du bilinguisme. Nous en parlons donc dans ce journal. Un directeur d'école publique dans l'arrondissement de Bafia, dans le Mbam et Inougou, a été relevé de ses fonctions après une série de plaintes liées à des agressions sexuelles sur des enfants de cet établissement. Une situation qui remet en cause le système éducatif et la qualité morale des enseignants. En République démocratique du Congo, les manœuvres frauduleuses ont poussé la Banque mondiale à suspendre son appui à la gratuité de l'école primaire. Un projet cher au président Tshisekedi évalué à hauteur de 800 millions de dollars. La suspension concerne la première tranche de 100 millions de dollars. Madame, monsieur, voilà pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Bonsoir une fois de plus. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, au chevet des anciens combattants de Boko Haram du Centre national de désarmement, démobilisation et réintégration de mairies situées dans la région de l'extrême nord. Des dons qui étaient constitués des engins tels que des machines à coudre, des brouettes, des pulvérisateurs, des congélateurs, des réfrigérateurs, d'une motocyclette, des photocopieuses, des bottes, des combinaisons et des masques anti-poussière, des matériaux qui leur permettront de prendre en charge et de se prendre également en charge, comme nous l'apprend Carole Noukwa dans ce reportage. Ce don du président Paul Biya, remis aux ex-combattants de Boko Haram du centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration dans l'extrême nord, vise à leur donner des moyens qui leur permettront d'améliorer leur insertion socio-professionnelle. Une cérémonie de remise de dons qui s'est faite en présence du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midjiawa Bakari, le ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique, Monoma Fotso, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basileki Kim 3, et le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Issa Chiroma Bakari. Au cours de cette cérémonie, le porte-parole des ex-combattants a affirmé l'engagement de ses pairs à contribuer au développement économique du Cameroun et à la promotion du vivre ensemble. Par la même occasion, il a souligné la détermination de ses pairs de faire ce qui est possible pour inviter ceux qui vivent encore en cavale à rejoindre le centre de mairie qui les offre aujourd'hui de meilleures conditions de retrouver une vie normale. Camille Mouté Abidias, le directeur général du Fonds national de l'emploi qui a pris part à cette cérémonie de remise de dons du chef de l'État, a promis d'envoyer dans les prochains jours une équipe sur place pour voir comment encadrer cette jeunesse afin d'offrir davantage d'opportunités à ceux-là qui choisissent la voie de la paix. Créé en 2018 par décret présidentiel numéro 2018, Bar 719 du 30 novembre 2018, le comité a pour mission d'organiser, d'encadrer et de gérer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants de Boko Haram et des groupes armés des régions du nord-ouest et du sud-ouest désireux de répondre favorablement à l'offre de paix du chef de l'État Paul Biya en déposant les armes. D'après la dernière sortie du coordonnateur national du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration Fayengo Francis, à date du 18 novembre 2020, les différents centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration du Cameroun ont reçu près de 800 combattants. On rappelle, le conflit entre le Cameroun et la secte islamique Boko Haram remonte à 2011. Des violences qui se sont concentrées dans l'extrême nord du pays et qui ont causé la mort de près de 4000 personnes auxquelles s'ajoutent 300 000 déplacés et 100 000 réfugiés. Après cette bonne nouvelle, soulignons à votre suite qu'après la récente tournée du ministre des Transports dans la région de l'Ouest à la suite de l'incident survenu à la falaise de Tchon du côté de Sanchou qui a fait 55 morts et 28 blessés graves occasionnés par la collision d'un camion transportant du carburant frélaté et un bus de transport en commun de personnes
Le ministre Jean-Ernest Masséna Bibé est passé de la parole aux actes en envoyant un camion d'enlèvement d'obstacles sur la chaussée. Il vient de tenir l'une de ses promesses. Nous y reviendrons. Les violences scolaires frappent de nombreux enfants partout dans le monde, notamment sur le continent africain. En 2006, le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants a fait état de nombreuses violences subies dans le cadre scolaire. Selon le rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, la violence sexuelle, physique et psychologique perpétrée par des enseignants à l'égard des filles courantes. Au Cameroun, les violences sexuelles dans les établissements scolaires gagnent de plus en plus du terrain. Un directeur d'école publique, par exemple, dans l'arrondissement de Bafia, dans le Mbam et Inougou, a été relevé de ses fonctions après une série de plaintes liées à des agressions sexuelles sur les enfants de cet établissement. Une situation qui remet en cause le système éducatif et la morale, notamment sa qualité, la qualité de la morale des enseignants. Une fois de plus, Carole Nekwa. La violence sexuelle dans les écoles gagne progressivement du terrain au Cameroun et les jeunes élèves de l'école publique de Biabérité ont payé les frais de cette pandémie. Dans un communiqué signé le 25 janvier 2021 du professeur Laurent Serge Djingwa, ministre de l'Éducation de base, M. Boyo Moucha, le matricule 705-744K, directeur de l'école publique de Biabérité 2A, arrondissement de Bafia, département du Mbam Inougou, région du centre, a été relevé de ses fonctions pour violence sexuelle sur élèves en bas âge au sein du dit établissement scolaire. Face à cette situation, la question demeure toujours. Qu'est-ce qui pousse ces adultes à accomplir de tels actes sur des enfants? Doit-on remettre en cause le système éducatif? L'on a encore en mémoire le cas de cet adolescent qui avait été sexuellement agressé à mort par son professeur dans la région de l'Ouest du Cameroun. Et aussi de cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui mettait en scène cette petite fille âgée à peine de 6 ans qui racontait tout en pleurs comment elle et certains de ses camarades se faisaient abuser par leur enseignant et qui plus est était une dame. L'on serait curieux de savoir ce qui inciterait un agresseur à nourrir ses pensées sexuelles vers un enfant d'à peine 5 ans sans toutefois parler de l'accomplissement de l'acte. Selon des statistiques de ResearchGate, les abus sexuels des enseignants sur les élèves sont d'environ 7,9% et entre camarades de classe de 15%. Au regard de ce taux de violence dans les établissements scolaires, qui faut-il blâmer, l'enseignant ou l'élève? Le contenu des programmes télévisés et la recrudescence des réseaux sociaux n'impactent-ils pas sur l'éducation de ces enfants? Les parents, qui sortent tôt le matin à la recherche du pain quotidien, ont-ils véritablement le temps pour s'occuper de leurs enfants? Que dire de la montée fulgurante des familles monoparentales? Ces différents facteurs n'influent-ils pas dans la vie de ces enfants? Selon l'Organisation mondiale de la santé, les organisations de surveillance estiment que 40% des écoles au Cameroun subissent des violences sexuelles. Doit-on conclure que les enfants ne sont plus à l'abri dans ce temple du savoir? L'implication des enfants dans des activités sexuelles qu'ils ne comprennent pas pleinement aura toujours des conséquences néfastes, notamment des blessures physiques, des maladies sexuellement transmissibles, de mauvaises performances à l'école et le rejet de leurs proches pourrait même entraîner la mort. Même s'il est vrai que les personnes qui abusent les enfants se retrouvent dans toutes les communautés, que ce soit parmi les proches, la famille, les religieux et les enseignants, il faut reconnaître que ces cas de violence dans nos écoles remet en question la tradition africaine qui a toujours vu les enseignants comme étant des personnes intègres, des guides de société, des exemples moraux. La situation de violence sexuelle dans les écoles au Cameroun est la même qui sévit dans presque tous les pays africains. Et malheureusement, les parents, les tuteurs et même les victimes gardent très souvent le silence de peur d'être stigmatisés, réprimandés, moqués ou tenus pour responsables. Les conséquences immédiates et à long terme de ces violences peuvent être dévastatrices pour la santé et le développement social des victimes. S'il est vrai que de nouveaux auteurs accusent souvent les femmes de s'habiller indécemment, quelle excuse donner donc au viol des jeunes garçons? Il est temps pour les autorités et les communautés de lutter efficacement contre la violence sexuelle en milieu scolaire avant que cela ne devienne incontrôlable. Le ministère de l'Éducation de base, à travers sa sortie du 25 janvier 2021 qui a licencié le directeur de l'école publique de Biabérité 2A, est un pas encourageable, mais est-il suffisant pour stopper véritablement ou freiner ces prédateurs sexuels qui rôdent dans nos différents établissements?
Bilinguisme, outil pour une éducation résiliente, inclusive et de qualité, tel est le thème de la 17e édition de la Semaine du bilinguisme lancée hier par la Commission nationale de bilinguisme et du multiculturalisme. Et à l'occasion faisant, le larron Daniel Aimé-Bell a saisi la balle au rebond pour questionner la perception que les citoyens camerounais ont du bilinguisme. Écoutons-le dans ce reportage. Être bilingue ou devenir bilingue en parlant les deux langues officielles du Cameroun, tel est l'objectif de la semaine du bilinguisme. Un concept qui reste très peu appréhendé dans les ménages et par certains citoyens, car ceux-ci jugent ne pas avoir une idée de la semaine du bilinguisme. Ok, vous avez parlé de la semaine du bilinguisme. Bon, c'est que nous, avant, quand nous fréquentait, nous on ne connaissait pas cette histoire-là. Aujourd'hui, quand on comprend que le bilinguisme, parce qu'à notre temps, nous on était focalisé que le français. Aujourd'hui, quand on envoie à l'école, les enfants à l'école, on comprend que bilingue, le Cameroun est bilingue, il faut causer l'anglais et le français. Ce qui fait que quand l'enfant a un devoir, il vient me trouver à la maison, que je l'aide à ce qui concerne l'anglais, je ne peux pas. Ça, sans vous mentir, je ne peux pas. Je suis obligé de le faire, on appelle ça quoi? Chercher quelqu'un qui peut le faire, les répétitions en anglais et en français. C'est lui qui est au moins mieux placé pour l'expliquer. Dans la semaine du bilinguisme, la semaine du bilinguisme, pour moi, je ne sais pas. Peut-être c'est vous qui pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça signifie. Et après, on n'a pas connu ça en notre temps. D'autres, par contre, pensent que cette semaine donne l'opportunité aux jeunes et autres citoyens à parler couramment le français et l'anglais. La semaine du bilinguisme au Cameroun se porte assez bien parce que dans tous les établissements aujourd'hui, il est inscrit au cours régulier l'anglais et le français. Aujourd'hui, le bilinguisme est une réalité au Cameroun tout simplement parce que on ne saurait dire qu'on parlerait en ce moment d'anglais et de français. Le Cameroun a deux langues officielles, le français et l'anglais. Donc il est important pour nous tous et à nos enfants de maîtriser déjà cet outil de communication et ensuite un outil de travail encore. Bon, ce qui fait donc que moi j'encourage beaucoup plus les jeunes qui sont aujourd'hui lancés vers une expression facile du français et de l'anglais, qui ne parlent plus aujourd'hui le vrai anglais et qui ne parlent plus aujourd'hui le vrai français. Nous, on les encourage donc à bien parler les deux langues dans l'art et la culture et le respect de tout un chacun. Rappelons que cette semaine vise à renforcer la pratique du bilinguisme en s'exprimant en sa deuxième langue afin d'être au Cameroun partout chez soi. Elle est marquée par des manifestations partout au pays et particulièrement dans les établissements où les élèves produisent des chants, poèmes, sketchs dans les deux langues. Comme souligné dans sa loi fondamentale, le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Cameroun. L'intégration linguistique, qui est une priorité invariablement martelée par les autorités politiques depuis les indépendances, a juste progressé de quelques iota. Voici le regard d'Abdou Salam. Dans le vécu quotidien des Camerounais, les deux langues ne font pas bon ménage. Quand nos compatriotes d'expression anglaise et française vice-versa se retrouvent à Yaoundé ou à Bamenda, au niveau de l'administration publique, dans la rue, les familles ou encore dans les médias, parler couramment les deux langues est un véritable labyrinthe. Combien de Camerounais sont-ils réellement bilingues aujourd'hui? Après plus d'un demi-siècle de bilinguisme officiel, très peu en réalité. Au Cameroun en général, chaque citoyen se perçoit avant tout comme un anglophone ou comme un francophone. Le pays est bilingue certes, mais les citoyens ne le sont pas. On entend très souvent ce genre de critiques dans les milieux populaires. Si l'État était vraiment sérieux dans cette option de bilinguisme, alors pourquoi cette timidité sur le terrain? Dans la Constitution de 1961, le français et l'anglais sont les deux langues officielles de la République fédérale du Cameroun. Celle de 1996 va plus loin en stipulant que les langues officielles de la République du Cameroun sont le français et l'anglais. Les deux langues étant d'égale valeur, l'État garantit la promotion du bilinguisme dans le pays et s'efforcera de promouvoir et de protéger les langues nationales. Mais par rapport à cette disposition constitutionnelle, sur le terrain, la politique du bilinguisme officiel depuis 54 ans connaît un succès mitigé. Non seulement la loi du nombre donne une prééminence certaine au français en consacrant une espèce de marginalisation de l'anglais, mais surtout le bilinguisme officiel sert d'alibi à trois défaillances imputables à l'État au Cameroun.
La promotion du bilinguisme n'est pas menée de la même façon dans toutes les régions du Cameroun. Les infrastructures allouées dans les établissements scolaires et en zone urbaine ne sont aucunement comparables à ceux qu'on alloue dans les villages ou dans les confins du pays. Toutefois, l'on constate manifestement la volonté des pouvoirs publics de parvenir à un bilinguisme intégral, ce qui est clairement affiché depuis plusieurs décennies. Au-delà des tests juridiques et des discours qui promeuvent et encadrent l'usage des deux langues officielles, le gouvernement s'attelle à ce que la pratique de l'anglais et du français soit enracinée dans le vécu quotidien des populations. C'est le sens qu'il faut donner à la création en janvier 2017 de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Dans cette mission, cette instance est chargée, entre autres, de veiller au respect des dispositions constitutionnelles qui consacrent l'anglais et le français comme les deux langues officielles d'égale valeur et surtout leur usage dans tous les services publics, les organismes parapublics ainsi que dans tous les organismes recevant des subventions de l'État. De proposer toute mesure à renforcer le caractère bilingue et multiculturel. La réglementation sur le bilinguisme, le multiculturalisme, autant d'éléments qui montrent à suffire que le bilinguisme au Cameroun n'est pas encore intégral. Beaucoup d'efforts restent à faire. Let us cross our finger and hope that things will change. Vous êtes mis à l'ère du bilinguisme, Abdou Salam. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican qui est arrivé au Cameroun jeudi dernier, vient de mettre un terme à son séjour. Un séjour de 6 jours fructueux qui lui a permis de transmettre l'affection et la proximité du pape François aux habitants du pays qui souffrent au milieu des troubles civils. Daniel Emeben, une fois de plus. Au-delà des rencontres avec les autorités gouvernementales et les chefs religieux du pays, le prélat a célébré une messe dimanche dernier dans l'archidiocèse de Bamenda, où il a conféré le pallium à son nouvel évêque, l'archevêque André Keyafonia. Cette messe a constitué l'un des maillons les plus forts de son séjour au Cameroun. C'est la toute première fois qu'un émissaire de ce rang se rend dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays depuis le début de la crise en 2016. Nonobstant les villes mortes initiées dans ces 10 lieux, des milliers de fidèles sont venus en sa rencontre. Le représentant du pape a déclaré que le pape prie pour la paix et la réconciliation du Cameroun. Il a par ailleurs encouragé les catholiques du pays que Jésus est le seul assez puissant pour dissiper le mal par ses paroles. Monseigneur Keya a tenu à remercier le cardinal Parolin pour sa visite et l'a décrit comme un messager de paix et un ambassadeur de la réconciliation. Disons qu'au cours de cette messe épiscopale, l'archevêque a donné les défis auxquels est confronté le peuple camerounais. Pour terminer, le messager de paix a quitté le pays ce jour. Après 6 jours de mission complète, avant son départ, une grande messe de remerciement s'est tenue à la paroisse Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. 60 Camerounais en situation régulière seront rapatriés des États-Unis d'Amérique le jeudi 4 février 2021. L'annonce a été faite à travers une correspondance signée effectivement le 29 janvier 2021 par le ministère des Relations extérieures du Cameroun et adressée au directeur de l'aéroport international de Douala. Carole Noukwa pour les détails. Fin de séjour pour ces ressortissants camerounais qui s'en étaient allés au pays de l'oncle Sam à la recherche d'une vie meilleure ou alors fuyant des pressions sécuritaires. Ces derniers sont arrivés à la croisée de leur chemin dans ce pays de Joe Biden. Selon les informations de l'ambassade du Cameroun aux États-Unis, ces Camerounais en situation irrégulière arriveront à Douala, région du littoral Cameroun. Selon les informations de l'ambassade du Cameroun aux États-Unis, ces Camerounais en situation irrégulière arriveront à Douala à 13h45 heure locale à bord du Boeing 767-200 de la compagnie Omni Air International le jeudi 4 février 2021. Et l'opération sera comme d'usage encadrée par plusieurs administrations dont le ministère des Relations extérieures. Et eu égard du contexte socio-politique, sécuritaire et sanitaire que traverse le Cameroun,
Des dispositions particulières seront prises pour encadrer cette opération. Les expulsions des Camerounais présumés en situation irrégulière aux États-Unis sont devenues récurrentes ces dernières années. En octobre et novembre 2020, près de 100 Camerounais ont été expulsés au bercail par des agents de service d'immigration américains. Une situation qui a suscité l'indignation de Human Rights Watch. Dans un rapport rendu public le 18 décembre 2020, l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme avait demandé au gouvernement américain de cesser d'expulser ces Camerounais vers leur pays. Pour Human Rights Watch, les différentes crises sécuritaires qui s'écoulent au Cameroun ne sont pas de nature à garantir leur sécurité une fois de retour au pays. Pour Ilaria Allegrosi, chercheuse senior à Human Rights Watch en Afrique centrale, le gouvernement américain devrait suspendre les refoulements vers le Cameroun à cause des graves menaces pour leur vie et leur liberté auxquelles les Camerounais seraient exposés à leur retour dans leur pays. Outre un risque généralisé de subir de graves dommages en raison de l'actuel climat de violence dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, avait-elle poursuivi, les personnes renvoyées au Cameroun sont également confrontées au risque de torture, de mauvais traitements du fait de leur opposition réelle ou supposée au gouvernement de Paul Biya. Human Rights Watch avait estimé que ces Camerounais, autant que les ressortissants des pays étrangers en situation irrégulière sur le sol américain, devraient se voir octroyer un statut de protection temporaire destiné à préserver les citoyens et les résidents habituels de pays qui traversent des circonstances extraordinaires et temporaires. Parlons à présent de toute autre chose. En République démocratique du Congo, des manœuvres frauduleuses ont poussé la Banque mondiale à suspendre son appui à la gratuité de l'école primaire, un projet cher au président Félix Tshisekedi, évalué à hauteur de 800 millions de dollars. La suspension concerne la première tranche de 5 millions de dollars en Centrafrique. La Cour constitutionnelle a annulé les résultats des élections législatives dans certaines circonscriptions et pour cause des irrégularités observées. Thierry Blanchard-Sop nous en dit plus. En République centrafricaine, à la faveur du premier tour des élections législatives qui se sont déroulées récemment et au vu des irrégularités évoquées dans 140 circonscriptions électorales, la Cour constitutionnelle a annulé les résultats dans 13 circonscriptions. Pour cause de manipulation d'urnes et des actes de violence qui ont empêché le bon déroulement des élections, le scrutin sera repris dans ces 13 circonscriptions électorales. Il s'agira de refaire un premier et un second tour. Cependant, cette haute juridiction a validé lundi dernier l'élection au premier tour de 22 députés sur 140 au cours du double scrutin présidentiel et législatif qui n'avait vu que la participation d'un tiers des électeurs inscrits. En République démocratique du Congo, la Banque mondiale a suspendu un financement de 100 millions de dollars en faveur de la gratuité de l'enseignement. À l'origine de cette suspension, des révélations de fraude d'après l'institution internationale. La gratuité de l'enseignement primaire public en République démocratique du Congo, lancée en septembre 2019, était le grand projet du président Félix Tshisekedi. Il avait été approuvé en juin par la Banque mondiale pour un montant de 800 millions de dollars, mais la révélation de l'existence des listes gonflées d'enseignants fictifs dans des écoles inexistantes, de fausses factures, ainsi qu'un détournement présumé de 62 milliards de francs congolais, soit 31 millions de dollars, sont venus entacher le projet. Ces raisons ont été évoquées dans un rapport de l'Inspection générale des finances qui évoque également des faiblesses dans le contrôle interne. Le 22 janvier dernier, le directeur général du service de contrôle de la paix des enseignants et l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont été arrêtés en attente d'un procès. Il leur est reproché l'introduction irrégulière des enseignants dans le système de la paix. En Afrique du Sud, durement frappé par la pandémie au nouveau coronavirus, le pays a reçu lundi dernier sa première cargaison composée des milliers de vaccins. Cette cargaison a été reçue par le président Ramaphosa. Les premières injections commenceront, selon nos informations, d'ici à 2 semaines. Dans le pays, Liliane Fougen revient sur cette actualité. La livraison tant attendue est arrivée. L'Afrique du Sud a reçu lundi 1er février 2021 sa première cargaison de vaccins anti-Covid.
La télévision publique sud-africaine a montré le président Ramaphosa à l'aéroport international OR Tambo, réceptionnant sous une pluie battante 1 million de doses du vaccin britannique AstraZeneca Oxford produit en Inde. Le pays africain le plus touché du continent avait passé le pic de la deuxième vague du coronavirus. Cette arrivée va permettre le début d'une campagne de vaccination de masse qui ciblera en priorité le personnel de santé. Selon les déclarations du président Ramaphosa, l'arrivée du vaccin procure un grand espoir pour la remise sur pied économique et sociale du pays et plus important pour la santé du peuple. Elle va ainsi donner le signal d'une campagne de vaccination de masse qui sera la plus ambitieuse et la plus vaste de l'histoire de l'Afrique du Sud. Les autorités prévoient vacciner d'ici la fin de l'année au moins 67% de la population, soit environ 40 millions de personnes. Une livraison de 500 000 doses supplémentaires est attendue au cours du mois de février. Avec au moins 1,45 million d'infections recensées et plus de 44 000 décès, l'Afrique du Sud affiche le pire bilan en termes de nombre de cas et de décès sur le continent. Mais le pays n'a pas encore commencé à vacciner sa population, déclenchant des critiques sur la lenteur de l'approvisionnement et sur l'absence de stratégie. Cyril Ramaphosa a tenté d'expliquer ce retard. La demande mondiale sans précédent en doses de vaccins, ajoutée au pouvoir d'achat bien plus élevé des pays plus riches, a contraint le gouvernement à mener des négociations longues et approfondies avec les fabricants afin d'obtenir suffisamment de vaccins. L'épidémie en Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent, a été accélérée par un nouveau variant suspecté d'être plus contagieux. Malgré cette difficulté supplémentaire, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dans son discours à la nation que le nombre moyen de contaminations quotidiennes est retombé ces 7 derniers jours autour de 5 500 contre 10 000 la semaine précédente. Il a aussi souligné que les admissions dans les hôpitaux ont également baissé, justifiant un allègement dès à présent des restrictions en vigueur, notamment sur la vente d'alcool, la durée du couvre-feu nocturne et les rassemblements religieux. Le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Gwidze, a annoncé le week-end dernier avoir réservé 20 millions de doses de vaccin Pfizer-BioNTech. Elle s'ajoute aux 12 millions de doses obtenues du système COVAX mis en place par l'Organisation mondiale de la santé visant à une distribution équitable des vaccins aux 9 millions de doses de celui développé par le laboratoire américain Johnson & Johnson et aux 1,5 million de doses d'AstraZeneca Oxford reçues lundi dernier. L'Afrique a été relativement épargnée par la première vague de la pandémie de coronavirus, mais la hausse du nombre d'infections s'est récemment accélérée. Lundi dernier, le continent recensait 3,6 millions de cas et 91 000 morts. Seuls quelques pays africains, à savoir Seychelles, Maurice, le Maroc et l'Algérie, notamment, ont commencé à vacciner la population. À raison de 2 doses par personne, l'Afrique aura besoin d'1,5 milliard de doses pour vacciner 60% de ses environs 1,3 milliard d'habitants pour un coût estimé entre 7 et 10 milliards de dollars. Des pays africains doivent également recevoir au moins 600 millions de doses via le système COVAX. Madame, Monsieur, c'est sur cette importante information que nous mettons un terme à ce journal. Nous disons bonsoir, un bonsoir tout à fait particulier à la communauté de sourds et de malentendants qui suit avec beaucoup d'intérêt cette édition du 20h. Nous vous rappelons effectivement que c'est la première télévision inclusive émettant depuis le Cameroun. Donnons-nous rendez-vous demain quand il sera exactement 20h. Bonsoir.